tous, bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire du jour, quelques points sur l'aménagement du territoire de Nyon, mais aussi une interview avec le nouveau délégué à l'économie et au commerce, David Pernet. Et puis un peu de fraîcheur avec des nouvelles de la patinoire de Saint-Cergue et la rencontre avec deux vignerons devenus célèbres, les frères Dutruy à Founé. Et enfin, des missions, pourquoi pas remplir nos estomacs avec des insectes. On commence par les affaires politiques. Le conseiller communal UDC Sacha Soldini a présenté et déposé un postulat, un plan B pour l'accueil des migrants primo-arrivants. Les explications, le contre et le pour au micro de Florian Cavallerier. C'est un postulat qui propose simplement à la municipalité de demander au canton si c'est possible de déclasser une parcelle qu'on a au nord de la ville de Nyon, à Las, la parcelle 1924, qui est en zone intermédiaire mais en zone d'assolement. Donc les zones d'assolement doivent être déclassées pour pouvoir être constructibles. Ce postulat demande à la municipalité de poser la question au canton afin qu'on puisse éventuellement réaliser un centre d'hébergement pour les requérants d'asile pour une durée de 30 ans sur un DDP pour mettre une cinquantaine de personnes. Ce postulat, il pose deux questions. La première, et pour moi la plus importante, c'est est-ce que l'on veut effectivement rejeter ces migrants en périphérie, là où on met les chiens abandonnés. La deuxième question, c'est que cette parcelle, a priori, elle n'est pas du tout adaptée à être construite. Et je pense que l'on a mieux à faire pour les Nyonnais et pour les migrants que de faire ce centre à Las. Il y a eu énormément de réactions quand vous avez déposé ce postulat. Pourquoi, selon vous ? Écoutez, ces discussions de ce soir m'ont beaucoup étonné parce qu'effectivement j'ai eu pas mal de retours positifs par rapport à ce postulat, étant donné que je l'avais déposé il y a un mois et pour le retirer pour des questions d'éclaircissement. Je suis très étonné ce soir de voir les réactions de certains membres du conseil communal, notamment la gauche. Moi je vois en ce postulat une solution. Le canton nous demande de trouver des solutions. On arrive avec une potentielle solution. J'ai absolument pas compris la position du Parti socialiste et des Verts ce soir. C'est une proposition que Sacha Soldini avait refusée. Le 30 août, devant les caméras, il avait dit que pour lui, ce n'était pas une proposition raisonnable. Pendant toute la campagne, le soin qu'il fallait apporter aux migrants, la possibilité de les accueillir en ville pour qu'on les intègre, c'est des arguments qui avaient porté dans la population. Et maintenant, de les rejeter en périphérie de la ville, effectivement, il nous paraît que ce n'est pas du tout une bonne solution pour intégrer correctement les migrants dans le tissu de la ville et de la vie nyonnaise. Nous réfléchissons avec un groupe de citoyens de bonne volonté, dont des opposants qui habitent des voisins, de réfléchir ce que l'on préfère sur le site même du Story, avec la possibilité de développer un programme mixte sur cette parcelle. Et nous comptons bien réunir un certain nombre de gens de bonne volonté pour faire des propositions à la municipalité pour faire quelque chose de ce terrain du Story et qui apporte non seulement ce qu'il faut à des migrants, mais y compris aussi à la ville de Nyon et à ses habitants. On voit que le projet du centre-ville a clairement échoué. La mise à disposition d'un DDP en centre-ville a été rejetée par le peuple. Maintenant, une mise à disposition d'un DDP en périphérie, on voit que ça répond tout à fait au cahier des charges de l'EVAM dans la recherche de terrain pour la construction de centres. Sur votre antenne, il me semble que M. Eric Durst avait dit que l'EVAM étudiait toutes les propositions. C'est une parcelle qui est assez proche des transports publics. On sait qu'il y a une fréquence au quart d'heure avec le train Nyon-Saint-Cergue. Donc je pense qu'il y a toutes les raisons pour qu'éventuellement un foyer se construise sur cette parcelle. Avec ce renvoi en commission, finalement, toutes les tendances, tous les avis, toutes les opinions politiques représentées au sein de cette assemblée vont pouvoir s'exprimer. Voilà, exactement. C'est le but d'un renvoi en commission, c'est qu'on puisse avoir un débat, ouvrir le débat, et puis mettre ça sur papier, et exprimer nos positions, et éventuellement, un rapport de majorité-minorité, certainement il y aura, renvoyer ça en municipalité avec peut-être un peu plus de poids. En tout cas, le débat est lancé. Le débat est lancé. Nyon est prête à investir pour agrandir et renforcer le site de Colovray. Lundi dernier, lors du conseil communal, le conseil communal, justement, a dit oui au crédit de 6 millions de francs pour l'achat de 2 parcelles. Mais il faudra encore obtenir du canton de Vaud l'autorisation du passage de terrains agricoles en zone d'utilité publique. Les explications du municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gay. C'est une victoire pour le service de l'urbanisme. Oui, pour la municipalité, parce que c'est un projet qui nous tenait à cœur pour l'extension et pour la suite des projets qu'on a à Colovray. On est en train de travailler sur le plan de quartier de Colovray, en fait, avec la halle multisport, et la municipalité va déposer un préavis à la rentrée 2018 concernant le Colovray. C'est une halle qui sera située côté nord de la route, à côté des terrains actuels. Et l'intérêt d'acheter les 2 parcelles que le conseil communal nous a octroyées ce soir, c'est d'étendre justement la zone autour de cette halle multisport.
Il y a un petit bémol, c'est qu'une parcelle, une des 2 parcelles ne sera disponible qu'à partir de 2024. Oui, alors c'était un accord qu'on a trouvé avec le vendeur, c'est qu'on puisse acquérir cette deuxième parcelle dans un deuxième temps, pour autant qu'elle soit constructible. Mais ça nous laisse un petit peu de temps, mais c'est surtout la première parcelle qui était plus importante pour nous, puisqu'elle est proche de l'installation de la multisport. Ça fait un moment que la municipalité, que la ville de Nyon n'a pas pu acquérir de parcelles, mais là je crois qu'on voit l'intérêt en fait de pouvoir de posséder le foncier pour certains intérêts vraiment qui sont liés au développement de la ville. C'est une acquisition avec un but bien précis pour le sport, pour cette halle de Colovray et pour les différentes manifestations qu'on pourrait y installer et y développer. La ville de Nyon a choisi son nouveau délégué à l'économie et au commerce. Il s'agit de l'ancien président de la SIC, la Société industrielle et commerciale, David Pernet. David Pernet, merci d'être avec nous. Vous prendrez vos fonctions le 1er février. Quels sont vos objectifs ? Les objectifs sont décrits déjà dans le cahier des charges qui a été édité par la ville de Nyon. Précisons-les justement. Précisons-les. Je pense que généralement, c'est vraiment de redynamiser en fait, le commerce à Nyon d'un côté, d'avoir des relations étroites avec la SIC, ce qui est dans ma position un avantage, et aussi, sans oublier l'économie plus globalement. C'est de favoriser les acteurs économiques en fait, de la ville de Nyon. Vous êtes un acteur culturel connu dans la région. On se souvient, vous aviez le Border Park à Grand-Rue que vous avez dû fermer l'hiver dernier. C'est pas très encourageant pour les commerçants. D'avoir quelqu'un qui a fermé son commerce, vous dites ? Exactement. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des moments où il faut se poser des questions. Dans certaines activités, la concurrence a fait que certains marchés sont devenus plus difficiles. Je pense qu'il faut en être conscient. Il faut aussi savoir, à un moment donné, tirer la prise au bon moment sans se trouver dans des situations critiques, ce qui n'était pas mon cas, mais je préfère anticiper et de donner une nouvelle orientation à ma carrière. Ça, c'est pour mon point de vue personnel. Sur un point de vue en fait, du commerce, je pense qu'on a des leviers qu'on peut actionner qui vont permettre aux gens de revenir, leur faciliter la tâche. Je pense que ça fait partie des choses. Et je pense que c'est un signal plutôt positif d'avoir quelqu'un qui était commerçant à Nyon pendant des années, qui va pouvoir en fait, bien comprendre les demandes qu'il y a et aussi, je dirais, les traduire dans un langage politique pour qu'en fait, les choses puissent aller de l'avant. Si on parle de ces problèmes, beaucoup de vitrines froides, un manque de diversification, presque des coiffeurs à chaque pas. En tant que prochain délégué, justement, quel est votre point de vue là-dessus ? Alors je pense que des études ont montré, en fait, l'étude, notamment le rapport Servajon, qu'il n'y a pas en fait un mauvais mix commercial. Il y a certaines pépites, il y a des choses qui sont bien. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de coiffeurs, mais par rapport à d'autres villes de même taille, on n'est pas dans ces situations-là. On a des vitrines froides, exactement. Je suis complètement d'accord avec vous. Et là-dessus, c'est vraiment un des sujets sur lesquels il faudra trouver des solutions. C'est un petit peu encore trop tôt pour vous dire lesquels, mais c'est quelque chose sur lequel je travaillerai tout à fait. Mais si on revient par exemple, on peut prendre un exemple concret, la fermeture du magasin Parano, un magasin d'habits pour faire place à un magasin de sushi. Pour vous, ça représente le commerce local nyonnais ? Le sushi, je pense, dans un monde globalisé, on peut l'estimer qu'il peut être local s'il est produit sur place. Je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Je pense qu'après, effectivement, un magasin comme Parano, qui était là depuis très longtemps, il faut chaque fois analyser en fait, les raisons en fait, de fermeture. Elles sont multiples. Elles ne sont pas forcément toujours dues à ce qu'on pense être évident, qui est que le facteur économique. Il peut y avoir des raisons personnelles aussi dans certaines situations. Votre lien, ce sera donc de faire le lien, justement, votre rôle, pardon, ce sera de faire le lien entre les commerçants et la municipalité. Est-ce que vous allez pourtant communiquer, travailler avec de gros dinosaures ? On pense notamment à Hublot. À Hublot, je pense que dans l'intitulé du poste, Hublot fait partie de l'économie, fait partie des acteurs économiques. C'est clair que c'est avec des entreprises avec qui on va travailler. Je pense que toutes les entreprises établies sur le territoire de Nyon, j'aurai contact avec, tout à fait. David Pernet, merci d'avoir été avec nous et bonne route à vous pour ce nouveau poste. Merci à vous. Vous aurez peut-être remarqué cette bande beige située sur l'avenue Alfred Cortot à Nyon. Les explications avec Florian Cavalieri. Roxane Faro-Linares, bonjour. Bonjour. Vous êtes la municipale en charge de travaux, environnement et mobilité. Nous sommes ici à l'avenue Alfred Cortot qui a subi des modifications. Quelles sont-elles ? Oui, alors quelques modifications. Nous avons profité du changement de revêtement de l'avenue, c'est-à-dire que nous avons déposé un revêtement phono-absorbant
sur cet axe. Du coup, nous en avons profité pour changer les marquages au sol. Alors justement, ces marquages au sol, en fait, ce sont des marquages optiques qui doivent servir à quoi ? Alors, qui ont plusieurs fonctions. Effectivement, il y a cet effet optique qui donne l'impression d'un rétrécissement de la chaussée, donc qui, quelque part, induit un comportement des automobilistes à réduire leur vitesse. Et puis, une deuxième fonction qui est une bande polyvalente, c'est-à-dire que cette bande peut être franchie, ce n'est pas une ligne blanche continue, et peut être utilisée comme présélection pour les tourner à droite ou à gauche, ou par exemple pour devancer un bus qui serait à l'arrêt. Cette bande passante a fait les beaux jours du conseil municipal. Il y a eu des postulats, des interpellations. Pourquoi ? Parce qu'on disait que c'était un slalom spécial. La municipalité d'avant avait décidé de mettre des îlots au centre. Mauvaise idée, et alors ? Non, pas mauvaise idée. Voilà, aujourd'hui, on a 3 ans de recul par rapport aux aménagements qui ont été mis en place à l'époque. Il faut rappeler que ces aménagements avaient été conçus pour offrir la priorité aux bus quand nous avons décidé d'avoir un cadençage au quart d'heure. Donc il fallait que les bus puissent avancer et ne soient pas en retard à la gare, parce que finalement c'est ça le but. Donc ces aménagements avaient été mis en place. Aujourd'hui on a 3 ans de recul et on a remarqué que nous pouvions alors il fallait maintenir la voie de bus juste avant le rond-point qui est entre l'avenue Alfred Cortot et la route de Divonne, mais que sur ce tronçon-là, nous pouvions mettre un autre aménagement en place. Est-ce qu'il y a d'autres mesures d'aménagement optique qu'on pourrait utiliser ? Par exemple, on pense évidemment à ces passages piétons en 3D. Alors malheureusement, les normes suisses ne nous permettent pas de le faire aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui va encore changer à Nyon ? Est-ce que cette expérience va être reconduite ailleurs ? Alors écoutez, les bandes polyvalentes, c'est un procédé qui n'est pas mis en place depuis très très longtemps dans le canton, mais ça a déjà été fait avec, je crois, passablement de satisfaction à la rue centrale, à Lausanne ou à l'avenue d'Ouchy. Aujourd'hui, pour nous, c'est une première expérience. Les premiers retours sont positifs. Je pense qu'on a encore besoin d'informer la population sur la manière de se comporter dans ces zones avec ce type de marquage au sol. Mais voilà, on va continuer à observer ce qui se passe sur la rue Alfred Cortot. Et puis si les retours et nos observations sont positives, alors peut-être que nous aménagerons d'autres tronçons de cette manière-là. Ça coûte cher d'aménager des routes ainsi ? Écoutez, là, sur ce tronçon-là, pas plus que si on avait fait un marquage. De toute manière, nous devions refaire le marquage suite à la pose du phono-absorbant. Donc voilà, c'est un type de marquage. Merci beaucoup. Merci à vous. Le conseil communal de Gland a renouvelé sa confiance à NRTV en accordant un crédit de 130 000 francs de fonctionnement pour la période 2018-2020. Un signal fort pour la pérennisation du média qui ne bénéficie pas de la redevance BILAG. À noter encore que le législatif souhaite que la municipalité porte aussi ce projet, je cite, dès qu'elle le jugera opportun devant le conseil régional. Au terme d'un débat de plus d'une heure et par 42 voix pour, 13 contre et 3 abstentions, le conseil communal glandois a renouvelé sa confiance en Nyon Région Télévision. Le législatif de la deuxième ville du district lui a accordé jeudi soir un crédit annuel de 130 000 francs portant sur les années 2018 à 2020. Une heure de débat tout d'abord avec un résultat positif, et ça je crois que c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que finalement oui, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais des interrogations qui sont naturellement légitimes, et on est là aussi pour répondre aux questions. Si les délibérations ont été longues, c'est que le débat démocratique a permis à toutes les opinions et tendances politiques de s'exprimer, l'enjeu étant de définir si le média audiovisuel régional est non concessionné, c'est-à-dire ne recevant pas de subvention fédérale via BILAG, avait atteint ses objectifs 2 ans et demi après sa renaissance. Je pense que cette fois, les gens ont pu s'exprimer un peu plus en détail. On avait aussi plus de chiffres, plus de vision de la part de la municipalité. Et en moins de débat a pu avoir lieu, et j'espère que maintenant ça va calmer un peu les choses pour les 3 années qui vont venir. Qu'on soit pour ou contre, qu'on la regarde ou pas, maintenant que la majorité le souhaite, c'est aussi quelque chose qu'il faut respecter. Et puis autant aller de l'avant
avec une bonne approche et puis en restant positif. 2 commissions s'étaient penchées sur le cas NRTV, celle des finances d'une part et la commission technique de l'autre. La seconde demandait de pérenniser le projet par un amendement en l'inscrivant au budget pour les exercices suivants 2018. La première souhaitait pouvoir exercer un contrôle périodique en fonction de l'engouement des autres communes du district. L'idée, c'était de proposer un amendement qui, au lieu de donner un préavis positif pour 3 ans, inscrire régulièrement au budget ce soutien, cette aide. C'était plus simple, plus clair. Et je pense aussi que ça donnait des garanties plus importantes pour NRTV et les autres communes qui ont envie de soutenir financièrement ce beau projet. D'ici 3 ans, beaucoup de choses vont encore changer pour NRTV. Et on préfère une discussion avec un préavis présenté par la municipalité qui donne à plus de monde, à plus de membres du conseil de se prononcer. Au final, le Parlement a aussi voté une résolution, c'est-à-dire un souhait adressé à la municipalité sans valeur contraignante, qui enjoint l'exécutif à porter dès que faire se peut le cas de NRTV devant le conseil intercommunal de Région-Nyon. Effectivement, aujourd'hui, le financement de NRTV est assuré principalement par les communes de Nyon et de Gland, et puis également par un certain nombre d'autres communes. Par ce message, j'aurais aimé pousser la municipalité de voir s'il était possible de fédérer le maximum de communes possibles au niveau du conseil régional. Communion éditeur d'NRTV a donc 3 ans pour sortir définitivement la chaîne de proximité du district de Nyon de l'ornière financière dans laquelle elle se trouve et proposer une solution pérenne à ce média de proximité. Aujourd'hui, 26 communes ont accepté de donner, de faire un don, de participer au financement de NRTV, donc c'est une grande satisfaction. On voit qu'au fil des mois, notre message passe, les gens sont sensibilisés. On a aussi entendu qu'il y a d'autres projets, d'autres communes qui pensent soit présenter des préavis, soit amener quelque chose. Donc on voit qu'on est dans une bonne dynamique. C'est un signal fort qu'adresse Gland avec cette décision. Oui, NRTV contribue à la formation essentielle de la propre opinion publique et à la mise en valeur de la région, mais ce n'est pas non plus un blanc-seing. Nyon Région Télévision devra encore consolider sa place dans le paysage régional. Du côté de Communy, le préavis pour un soutien de 25 000 francs à NRTV a été refusé hier soir au conseil communal à raison de 24 noms dit oui et une abstention. Odile Decré, la syndic de Communy, aurait dû être avec nous pour en parler, mais suite à un empêchement de dernière minute, n'a pas pu être avec nous. À Vaux-Patin, la glace de Saint-Sergue est posée. Nous avons suivi son installation avant son inauguration le 18 novembre. C'est sous le vent et sous un soleil radieux que la patinoire de Saint-Sergue s'est habillée de sa première couche de glace. Une tâche qui s'est annoncée plus compliquée que prévu. Si vous voyez, en dessous c'est un peu gelé, puis en dessous il y a de l'eau. Ça veut dire que c'est pas bon. On a demandé 63 ampères, puis on a 32. Il y a la machine qui tourne à 50%. Et puis son gicle, beaucoup de l'eau maintenant, ça veut dire qu'il gèle dessous. Et puis en dessous, il reste mouillé. Nous allons mettre une puissance électrique supplémentaire cet après-midi et à ce moment-là, tout devrait bien se passer. Une histoire qui finit bien pour cette patinoire de petite taille de 270 mètres carrés, dite aujourd'hui familiale. Il y a quelques années en arrière, il y avait un projet d'une immense patinoire régionale. Donc elle aurait rempli plus ou moins toute la combe ici. C'est la région qui l'aurait payé, mais ça aurait été très cher en tant que frais de fonctionnement pour la commune. Maintenant, on s'est dit qu'une petite patinoire de village, c'était la chose qu'on voulait. Et là, il y a eu au conseil communal un accord que vraiment nous avions envie de cela pour notre commune, pour nos habitants et pour les touristes qui viennent chez nous. Cette patinoire régionale, on sait qu'elle sera finalement à Gland. Est-ce que vous êtes déçus ? Pas du tout, pas du tout. Moi personnellement, je suis extrêmement contente qu'on a gardé notre combe et un environnement quand même assez naturel ici. Du côté de la buvette, le gérant se réjouit également. J'ai commencé par la buvette et donc je pense pour moi c'est une continuité et pour faire perdurer aussi le
le côté convivial de la station. On patinera à l'air libre. Je pense que c'est un vrai atout. Enfin, la nuit, ce sera sous les étoiles. Bientôt, j'enlève tout ça. Et puis, je refais la glace comme il faut. Mais on sera prêt à temps pour l'inauguration ? Bien sûr. Ce sera ce samedi 18 novembre à 11h. Alors la municipalité va offrir un apéro, disons, de 11h à 12h. Et il y aura un tournoi d'ice stock de 13h à 15h. Et à partir de 15h, patinage libre. Et du côté de la buvette, qu'est-ce que vous nous préparez ? Alors, il y aura le retour du Brasero, de mon super vin chaud, dont j'espère que j'aurai autant d'échos positifs que l'année dernière. D'ailleurs, il y a le patinoire de Nyon qui devrait passer voir pour le goûter parce que maintenant on est un peu en concurrence sur le vin chaud, en moins. Ça, c'est dit. Autre recommandation pour la fête, parez-vous de vos plus beaux habits puisque le thème sera année disco. Place à l'apéro avec les deux frères Dutruy, devenus célèbres après leur couronnement en tant que cave suisse de l'année. Nous sommes allés justement à leur rencontre dans la cave. Et vous, votre fer de lance, c'est lequel ? Le vin qui se vend le plus sur l'exploitation, c'est l'Iromen Assemblage qu'on va goûter là, celui-ci. Comme tous les lundis, c'est journée dégustation chez les frères Dutruy, deux vignerons en caveur au parcours exemplaire. Convaincu par cette dégustation ? Magnifique. Beaucoup de fraîcheur, de la longueur, vraiment très très fin, c'est vraiment subtil et on aime. Sacrée cave suisse de l'année 2017 lors du gala du Grand Prix des vins suisses à Berne, les deux frères ont apporté une nouvelle distinction à la cave Funachu, un beau clin d'œil pour les futurs clients. C'était juste une piqûre de rappel qui nous dit attention, il y a beaucoup de gens qui vont venir, voilà. Mais ça n'aurait rien changé s'ils l'auraient eu ou pas eu pour nous. De toute façon, c'était prévu qu'on travaille avec les vins parce que l'essentiel, c'est quand même ce qu'il y a dans la bouteille. Nous, on est plus, disons, passionnés par le métier du travail de la vigne, le métier du travail de la vinification, de la mise en bouteille, les habillages des bouteilles et tout. Mais voilà, j'entends aujourd'hui, vous pouvez faire le meilleur vin du monde. Si vous ne le commercialisez pas, si vous ne le vendez pas, vous ne faites pas tourner votre entreprise. Et puis, voilà, j'entends, ça fait partie du métier de vigneron aujourd'hui, de recevoir, d'accueillir son client et puis de transmettre aussi par le flacon, mais par la parole de tout le travail qui va avec. Un travail de longue haleine, d'équipe et de précision depuis 2006, lorsque les deux frères ont repris le domaine viticole familial. Les arômes doivent venir. Ouais, faut l'agiter un peu. Il y a une certaine compétition dans notre métier quand même, et puis pour moi c'est une validation du travail qu'on fait, c'est beaucoup de partie de fierté aussi, et puis tout en restant humble, parce qu'on sait très bien qu'il y a une partie subjective, une petite partie de chance aussi dans un concours de dégustation. Bon, le Grand Prix du vin suisse, c'est un petit peu l'Oscar du meilleur film. On s'y attendait tellement pas qu'on a dû venir nous chercher, nous tirer presque par le col, nous dire « Regardez, c'est vous ». On entendait certes du bruit dans la salle, mais on ne s'attendait vraiment pas à ça. Un plaisir qui en appelle un autre, puisque depuis le concours, de nouvelles tables s'ajoutent à la liste des clients. Par rapport à la Suisse alémanique, effectivement, on a eu des nouveaux contacts qui nous permettra de représenter notre domaine un petit peu plus loin, de l'autre côté de la barrière de Reuchti, comme on dit. Pourquoi pas rêver d'une carrière à l'international? En attendant, le secret, le voici. Santé. Qu'est-ce qui fait un bon vin? Bon, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Ça, c'est la question piège. Mais qu'est-ce qui fait un bon vin? Je pense qu'est-ce qui fait un bon vin, c'est peut-être aussi pas forcément ce qu'il y a dans la bouteille, mais c'est où elle est, à quel moment on l'ouvre, avec qui on l'ouvre. Pour quelles raisons on l'ouvre, et puis c'est ce moment de partage. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans le vin et dans notre métier, c'est que finalement on rassemble les gens autour d'une bouteille, on discute, et c'est ça tout le côté, disons, social et spirituel du métier qu'on a. Non, c'est un bon millésime, là. On est de nouveau gâté par la nature, là. On s'attaque au plat de résistance avec les insectes et avec vous, Jürgen Vogel, directeur d'Insectes SA. Merci d'être avec nous. Vous étiez venu il y a quelques mois pour nous présenter justement des insectes commercialisés pour la COP. À partir du 1er mai 2017, c'était la date annoncée. Finalement, il y a eu un peu de retard en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
C'était très compliqué. Le 1er mai, on a réalisé que l'Office fédéral de santé suisse a émis des réglementations qui poussaient le cycle de vie ou les produits elles-mêmes des insectes aux 4e génération, qui, ça veut dire encore 3 ou 4 mois de plus d'élevage, de cycle de vie, plus les grands problèmes qui étaient, c'était l'administration a décidé que l'élevage et aussi également l'abattoir pour ces animaux de rente. Et tout ça, pour mettre en place, ça veut dire ça repousse les produits elles-mêmes pour à peu près 5-6 mois. Mais finalement, ces insectes sont là, ils sont dans les commerces. Qu'est-ce qu'on trouve? Vous trouvez à la COP, vous trouvez des hamburgers aux insectes. C'est quand même 80% de riz, 20% de verre de farine. Donc très peu d'insectes quand même. Très peu d'insectes parce qu'encore aujourd'hui, l'insecte elle-même est un produit de luxe. Ça veut dire on parle on parle de caviar? Oui, bon, on parle d'un kilo de 85 francs quand même. Et ça, c'est que le verre de farine. Si vous allez dans des autres spécies comme des criquets pèlerins, là, vous arrivez à 400 francs le kilo. Aujourd'hui, pourtant, on trouve des producteurs en Suisse, à Lucerne, je crois. Qu'est-ce qui s'y fait exactement? Oui, alors il y a un élevage qui est homologué par l'Office fédéral de santé, qui est Endemos SA, qui nous, on travaille en exclusivité pour la Suisse romande. Et là, il y a aujourd'hui des verres de farine qui sont en train de sortir du élevage en grande quantité. Et il y a un petit élevage encore expérimental de grillons domestiques, qui est aussi une spécie qui est admise par l'ordonnance des denrées alimentaires. Et là, justement, on se pose plusieurs questions, notamment par rapport à l'abattoir. Quelles sont ces questions? C'est comment est-ce qu'on tue les insectes, finalement? Aujourd'hui, on tue les insectes par congélation parce que c'est la manière la plus naturelle de tuer l'animal. L'insecte est un animal de sang-froid. Alors, ils s'endorment par la congélation et ils meurent. Les grandes questions qui n'étaient jamais réglées jusqu'à la Suisse a réglé aujourd'hui, c'était où on les tue, c'est où l'abattoir pour ces animaux de rente. Et du coup, la réponse qui a été apportée? La réponse est claire, c'est l'élevage elle-même qui est également aussi l'abattoir. Ça veut dire que l'élevage est contrôlé par des vétérinaires et l'abattoir est contrôlé par les chimistes contenants ou sécurité alimentaire. Un marché cher, on l'a dit. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de faire venir ces insectes de l'extérieur. Ils viennent d'où ces insectes finalement? Par exemple, la COP importe des insectes depuis la Belgique et maintenant une part depuis l'Autriche. Mais c'est sûr, c'est pas cher de les importer aujourd'hui depuis la Belgique ou des autres pays comme Hollande. Mais est-ce que, écologiquement parlant, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de lancer l'insecte qui est prédestiné d'avoir beaucoup d'avantages écologiques? Personnellement, du coup, quel a été votre choix avec votre entreprise Insecta SA? Ça veut dire avant, j'étais président de l'association Gremiam, qui est précurseur dans cette question, qui est responsable en fin de compte pour ce nouvel aliment. Pour nous, c'était clair, c'est suisse, c'est local, ça veut dire pour éviter de nouveau transport transfrontière, ça veut dire d'importer des insectes depuis le Thaïlande, l'Afrique, le Mexique, où sont courantes, ça ne fait pas de sens pour moi. Alors nous, on travaille vraiment exclusivement avec des insectes suisses de haute qualité, parce qu'on est aussi sécure, on est safe, comme on dit en anglais, qu'il n'y a pas de contrariété. Par rapport au travail de votre association, l'ancienne association Gremiam, aujourd'hui, un nouvel objectif, c'est d'aller communiquer, de démarcher auprès des écoles. Qu'est-ce que vous allez y faire exactement? C'est-à-dire là, qui a commencé il y a 5-6 ans arrière comme une action locale. Aujourd'hui, c'est vraiment une question nationale.
que je me réjouis beaucoup. Donc c'est éduquer les bouches auprès des enfants? C'est éduquer les enfants parce que je ne pense pas qu'une criquet perrin ou une verre de farine va remplacer des chicots d'agneau ou une bonne steak suisse. Aujourd'hui, je pense que le facteur de dégoût ou cette résistance de manger l'insecte chez nous. Ça reste une denrée très rare, mais je crois, une chose étonnante et assez sympa, c'est que vous avez eu beaucoup de demandes pour Halloween. Oui, Halloween, oui, c'est prédestiné pour être Halloween. On donne des insectes plutôt que des bonbons aux enfants. Ça, c'est une bonne idée. Non, on sait que les enfants, ça veut dire qu'il faut vraiment, on commence dans les crèches, dans les écoles, pour éduquer l'enfant ou pour donner l'expérience à l'enfant que l'insecte, le verre de farine, les criquets perrins, c'est bon, c'est nutritif. Et ça peut être sûrement dans 20 ans une alternative à des autres plats qui aujourd'hui peut-être sont très bon marché, peut-être en 20 ans, ils sont très chers. Donc éduquer les enfants puisque ce sont eux finalement les futurs consommateurs de cet aliment. C'est cela. C'est exactement ça. Dans 20 ans, je pense, l'insecte a pris sa place dans notre alimentation, comme il y a des crevettes il y a 20 ans arrière, ou les sushis, qui étaient des poissons crus. Je me rappelle encore que, comme j'ai arrivé en Suisse, on ne mangeait pas de poissons crus. C'était bien cuit. On va finir sur cette note. Merci, on se réjouit donc de pourquoi pas découvrir plus tard des insectes nyonnais. Merci Jürgen Vogel d'avoir été avec nous. Merci à vous. À suivre le débat avec Nasrat Latif sur les budgets des communes. Et puis du côté du sport, on s'intéressera au prix Amazon et à la gymnastique. Du côté de la culture, Marc Descoster reçoit le champion du monde de magie, j'y étais presque, Pierrick Tantoré. À la semaine prochaine, merci d'avoir été avec nous. Merci.